Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 16 avril 2022 et il est déjà 23h49. Ce soir on a regardé un classique du cinéma, un classique tiré d'un célèbre roman de Stephen King. Il s'agit du film Shining, la version Kubrick avec Jack Nicholson. Alors moi c'est la première fois que je le voyais ce film là. Je n'avais pas lu le roman non plus, mais par contre j'avais déjà lu il y a très longtemps, pas vu, lu, j'avais déjà vu il y a très longtemps l'autre DVD, l'autre adaptation, la version mini-série de Stephen King. Tout simplement parce que à l'époque Stephen King n'était pas très satisfait de la version de Kubrick, puisque Stanley Kubrick avait pris quelques libertés par rapport au roman, et donc du coup il avait supervisé Stephen King la réalisation d'une mini-série en plusieurs épisodes qui est pour refaire le film Shining. Et moi j'avais connu l'autre version en fait. J'avais acheté à l'époque à la Fnac, lorsque j'habitais à la Défense, j'avais acheté à la Fnac le coffret de la mini-série Stephen King, Shining, et j'avais adoré le film. J'avais vraiment trouvé très très sympa et ça faisait partie de mes films préférés. Il se trouve que je n'ai plus ce DVD parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et c'était pas forcément évident de transporter avec moi toutes mes affaires à chaque fois. Du coup, j'ai eu quelques complications là-dessus et à un moment donné, j'avais trouvé il m'avait semblé que ce soit une bonne idée de sortir mes DVD des boîtiers, donc de jeter les boîtiers jaquettes, les mettre dans des pochettes, sauf que les pochettes ont suivi un déménagement, sauf qu'ensuite il y a eu des soucis, des complications. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé en détail, mais du coup j'ai perdu toute ma collection de DVD. Et donc du coup je me suis remis au DVD un petit peu, mais j'avais pas beaucoup, mais je me suis remis un petit peu au DVD avant de rencontrer Zouglut, et j'avais quelques DVD dans ma valise, notamment la collection complète de Kaamelott. Donc c'est la base, on pourrait dire. Déjà rien qu'avec la collection Kaamelott c'était déjà pas mal. Et puis après quelques autres DVD, hein. Notamment ça il est revenu, donc la première version, et quelques autres DVD. Surtout du Stephen King, tiens, maintenant que j'y pense, j'avais. Oui, oui. Mais voilà, j'en avais pas énormément. Et puis après, avec Zouglut, notre collection de DVD s'est beaucoup agrandie. Donc on s'est lancé à fond dans tout ce qui est film, cinéma, séries télé et autres. Donc il y a eu en grande partie des achats en brocante, du cash et parfois un petit peu de neuf sur des coups de cœur. Voilà, donc maintenant on va parler de cette version là. Du coup pour moi c'était la découverte. Je connaissais globalement l'histoire de Shining, même si je me doutais qu'il y avait des différences par rapport à l'autre version que j'avais vue, mais je savais à peu près à quoi m'attendre. Par contre pour Zouglut c'était totale découverte. Tout ce que tu connaissais de Shining c'était les petits épisodes bonus, parodies dans les dessins animés. Dans les dessins animés, toi, tu avais vu la version parodiée des Simpsons dans un épisode. Mais il est passé 1 million de fois à la télé, l'épisode Horror Show qui parodiait Shining. Et puis on a vu plusieurs fois aussi l'épisode South Park qui parodie. Ouais, sans regarder plus que ça, mais tu connaissais quelques détails, mais sans plus, quoi. Donc ça a été vraiment la découverte. Alors maintenant on va parler donc plus en détail de ce film. Donc du coup on l'a vu tout à l'heure. Donc là il est déjà 23h53, le temps que j'explique tout ça. On va lire le synopsis derrière. Donc j'espère que ça se polie pas trop, on va voir. Par contre Zouglut m'a mis en garde. Quand je gérais sur Wikipédia tout à l'heure, faut que je fasse gaffe parce que ça se polie à mort toute l'histoire. Alors. Déjà, ce que je peux vous dire, déjà sur la jaquette avant, ils nous disent collection Stanley Kubrick restaurée et remasterisée numériquement. Alors, à savoir que le film passe on l'a vu nous sur la PlayStation 4 télé écran moderne, ça passe sur un format assez inattendu. Ça fait un petit peu style 4 tiers avec les bandes sur les côtés gauche et droite au lieu que ce soit haut et bas. Du coup, c'était assez bizarre, c'est assez rare maintenant. Même dans les vieux films qui sont restaurés en DVD, lorsqu'on les regarde, on a rarement ce format-là. Donc c'était un petit peu inhabituel. Voilà pour la petite info. Alors, du coup, recto, verso, liter. Non, blague pourrie. À l'intérieur, le DVD, il est comme ceci, assez sobre. Et là, on voit déjà, rien que sur la petite image sur le disque, on voit déjà qu'il est quand même assez malsain, le gars. D'ailleurs, Zouglut m'a dit dès le début du film qu'il faisait beaucoup penser au Joker dans le Batman de Tim Burton. Bon. Il s'est inspiré
inspiré de son rôle de Shining pour la folie du Joker. Ouais. Après, il faut dire que c'est le même acteur qui joue Jack Nicholson, qui joue à la fois le père, donc l'un des personnages principaux de Shining, et également le Joker dans le film Batman de Tim Burton. Il faut dire que le Joker est quand même un personnage assez malsain, assez un petit peu foufou. Il faut dire que Jack Nicholson sait bien jouer ce genre de rôle. D'ailleurs, on le voit qu'il est vraiment très malaisant dans ce film. Alors, dans l'immense hôtel de montagne, au couloir sans fin, à l'architecture d'une symétrie maladive, coupé du reste du monde par une neige abondante, l'écrivain Jack Torrance a abandonné son rôle de gardien. Petit à petit, il s'est laissé gagner par l'esprit des lieux, et la folie meurtrière qu'il habite aujourd'hui se répercute sur sa femme et son fils. Ceux-ci subiront-ils le même sort que l'épouse et les 2 filles du précédent gardien, assassinés par ce dernier à coups de hache? Si 2001 l'Odyssée de l'espace a totalement révolutionné le film de science-fiction, Shining a de son côté chamboulé le domaine du film d'horreur. Privilégiant le climat et les décors, Stanley Kubrick a démontré avec génie que la peur n'était pas conditionnée par la nuit. Ici, l'horreur naît dans les paysages immaculés sous une lumière aveuglante. Profondément dérangeant, déstabilisant, ce chef-d'œuvre qui traumatisa un large public à travers le monde permit à Jack Nicholson d'interpréter un personnage proprement hallucinant qui allait marquer toute la suite de sa carrière. Ce DVD comporte également le documentaire de Vivian Kubrick, qui est la fille de Stanley Kubrick, le making-of de Shining, des menus interactifs que je n'ai pas vus, un chapitrage et des bandes annonces. Possibilité de le voir en anglais, en français ou avec des sous-titrages au choix entre français, anglais, italien, néerlandais, arabe, espagnol et allemand, et anglais pour les malentendants. Voilà. Donc nous on a eu le film doublé en VF. Alors donc on va essayer de résumer le film sans trop spoiler, même si beaucoup d'entre vous connaissez peut-être déjà plus ou moins l'intrigue de Shining à travers les différentes œuvres à la télé. Donc la télé a rendu hommage à Shining à de multiples reprises, même dans un épisode de Friends où Rachel découvre par hasard un roman dans le congélateur dans l'appartement de Joey et de Chandler. Elle pose des questions à Joey et il s'agit du livre de Shining que Joey connaît déjà, qu'il a lu plusieurs fois, mais lorsque le livre lui fait un peu trop peur, il le met dans le congélateur parce que ça le rassure. Du coup, il décide de faire un échange de lecture et Rachel confie un de ses livres fétiches, donc Les 4 filles du Dr March, et elle lit en échange Shining. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Joey, en parlant avec les autres, va spoiler des détails à Rachel, et du coup Rachel va lui spoiler des trucs, et du coup on va connaître certains détails très importants dans le roman, qu'il y a également dans le téléfilm de Stephen King, mais dont la fin du film, sauf que la fin de l'histoire n'est pas comme expliqué dans Friends, parce que dans le film de Kubrick a pris certaines libertés. Donc il y a quand même pas mal de choses qui changent. D'ailleurs, si on va sur la fiche du roman sur Wikipédia de Shining, et bien on voit qu'il y a un paragraphe où il compare les différences entre la version Kubrick et la version du roman. C'est probablement pour ça que Stephen King a voulu retourner à une seconde version. D'ailleurs, ils en parlent dans une des 3 fiches Wikipédia, donc je vais essayer de trouver ça tout à l'heure. Du coup, je sais plus où on a acheté le DVD. C'est un DVD acheté d'occasion, donc soit sur Facebook à 1€, soit en brocante, soit à cash. Je l'ai noté sur notre fichier Excel, mais j'ai oublié de l'ouvrir, donc. Mais c'est dans ces eaux-là. J'ai pas dû le payer plus d'1€. En tout cas, on l'a acheté d'occasion. Alors, on va essayer de résumer à l'instant le film. Alors donc. On a donc l'un des personnages principaux. Donc les personnages principaux, il va y avoir le père, la femme et l'enfant. Et puis il y a quelques personnages qu'on verra de temps en temps. Donc le père, il va à un rendez-vous, donc dans un entretien d'embauche pour un job de gardien dans un hôtel dans la montagne. Le souci, c'est que en fait l'hôtel est complet, fonctionne très bien pendant les périodes de vacances et les périodes fonctionnelles, estivales. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des périodes creuses où il n'y a personne et il faut pouvoir
surveiller l'hôtel et entretenir et faire les petites réparations d'usage. Le souci, c'est qu'en général, il n'y a personne, et quand un gardien accepte de prendre ce rôle-là, il faut qu'il soit capable de rester plusieurs mois dans la solitude, sans parler à personne, tout en sans péter un câble. Et il y a eu des précédents. Notamment un ancien gardien qui, en 71, dans le film, ils disent que c'est en 71. En 71, il a commis un massacre et sa famille ne s'en est jamais relevée. D'ailleurs, à un moment donné, donc je sais plus quel personnage dans le film, mais on nous dit que l'hôtel a été construit sur un cimetière indien. Et ça, on le sait assez rapidement dans le film. Donc à partir du moment où on nous dit qu'un endroit est construit sur un cimetière indien, ça, en général, on se doute qu'il va se passer quelque chose de pas terrible. Tout ce que la télévision nous a appris, c'est que quand un endroit est construit sur un cimetière indien, ça finit toujours mal. Mais pourtant, dès ces premiers instants, on voit quand même que le personnage joué par Jack Nicholson, donc Jack, on voit déjà qu'il y a un petit début de folie qui apparaît, notamment dans le regard et le sourire, qui est quelque chose d'assez de malsain, et il répond comme s'il se portait, comme s'il prenait des décisions déjà pour sa femme et son fils, en disant que c'était bon, qu'il n'y avait pas de souci ou quoi. On voit quand même qu'il y a déjà un côté un petit peu machiste, un petit peu autoritaire, tout ça, quelque chose. Et il y a un petit quelque chose de malsain qui commence déjà à se dégager un petit peu. Mais ça reste assez subtil. Mais évidemment, donc, plus le temps va passer et dans l'histoire, et plus le côté malsain du personnage va ressortir jusqu'à être complètement la folie même. Et là-dessus, l'acteur sait très très bien jouer ça. Donc on va avoir un petit entretien, donc le job va être pris, la famille va arriver dans cet hôtel là dans la montagne, donc ils vont arriver le dernier jour, le premier jour pour eux, mais le dernier jour pour les clients qui font leur bagage et qui partent, donc ça nous permet de voir un petit peu comment fonctionne l'hôtel quand il est plein. Donc les clients ainsi que les employés se barrent tous, et l'un des derniers employés sur place, le cuisinier, donc donne les dernières consignes et en même temps donc communique de manière assez particulière avec l'enfant. Ils découvrent qu'ils ont le même don en commun, qu'ils appellent ça le shining. Ça permet de communiquer par télépathie et également d'accéder à un certain plan que les autres êtres humains ne puissent pas percevoir. D'ailleurs, quelques jours avant cette rencontre-là, on voyait déjà avant qu'ils arrivent à la montagne que le gamin il parlait à une sorte d'être imaginaire ou d'esprit imaginaire qui disait que ça habitait son corps ou je sais pas quoi et qui se faisait appeler Terry. Donc le gamin s'appelle Danny et apparemment il y a un être imaginaire qui s'appelle Danny qui semble être un esprit protecteur au gardien qui veille sur le gamin et qui transmet des informations sur l'avenir, sur des choses malheureuses qui risquent fatalement d'arriver un jour. Donc voilà, donc il y a déjà un petit côté surnaturel. En même temps, quand on est sur un film adapté d'un roman de Stephen King, il y a toujours à un moment donné, ou pratiquement toujours à un moment donné, un élément de surnaturel, de fantastique. Donc bref, tout ce petit monde, donc cette petite famille voit comment l'hôtel fonctionne, on donne les dernières consignes, les gens s'en vont et la petite famille se retrouve tout seule. Au début, ça se passe pas trop mal, une petite routine. L'enfant joue avec une sorte de petite voiture à pédales, il joue avec ses petites voitures, camions, tout ça. Il s'amuse. Ils ont un petit train-train, ils ont une vie de couple qui semble plus ou moins fonctionner. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses un peu dérangeantes. C'est vrai que les premières impressions de l'enfant, lorsqu'il communique tout ça avec, il y a un petit côté malaisant aussi, mais moins que le père. Le père est vraiment malsain et la femme par contre elle paraît au début du film elle paraît vraiment très effacée, comme s'il y avait un manque de personnalité ou comme si sa personnalité était complètement écrasée par la personnalité de son mari, qu'il est tellement à décider, à être autoritaire en fait qu'elle n'ose pas s'affirmer et donc elle paraît limite presque un peu cruche. Le souci c'est que
plus le temps va passer et plus les problèmes vont arriver. Et donc du coup, à ce moment-là, on va voir quand même qu'il va y avoir une évolution du côté du caractère, du tempérament de la femme, donc et mère de famille. Du coup, elle va prendre conscience qu'il se passe quelque chose de pas net et que son mari n'est pas très sain d'esprit. Et donc évidemment, fatalement, il y aura à un moment donné une confrontation. Et donc là, autant au début, elle paraissait un petit peu limite presque plate, manque d'assurance, manque de personnalité. Autant après, elle va vraiment s'affirmer et elle va lutter pour sa vie, pour son fils et également pour ne plus se laisser faire, quoi. Donc on va voir qu'il va y avoir complètement un bouleversement. Donc j'ai un petit peu avancé, j'avance dans tous les sens quand je parle, je suis désolé. Mais bref, donc tout ça pour dire que il va y avoir également d'autres éléments surnaturels. Donc on va apprendre à travers différentes petites phrases à droite et à gauche que par exemple à un moment donné, lors d'une conversation, qu'apparemment le mari a été prof mais qu'il y a eu un souci avec des élèves ou quoi, on sait pas quoi, qu'il a perdu son job, donc du coup ce qui fait qu'il s'est retrouvé écrivain et maintenant gardien et en fait, et donc de cette place pour lui tout son avenir en découle de cette place et de son travail d'écrivain. Mais apparemment il s'est déjà passé quelque chose de pas très net avec ce gars-là déjà avant d'en arriver là, mais on sait pas trop tous les détails, mais il s'est passé des trucs un peu chelous. Donc on se doute qu'il était déjà pas très sain d'esprit avant d'arriver, et ça explique aussi pourquoi il y avait un truc assez malaisant déjà dès le premier entretien avec un sourire et un petit quelque chose. Mais après il y a d'autres éléments dont on n'aura peut-être jamais les explications, sauf si on lit le livre, et encore je ne sais pas. Donc il faudrait vraiment que je lise un jour le livre, déjà il faudrait que j'achète le livre pour le lire. Ce serait peut-être bien d'abord d'acheter le livre et après de le lire. Dans l'autre sens ça marche pas bien, de lire le livre et après de l'acheter. Ou alors aller dans le magasin, lire le livre et l'acheter après. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Bref, donc il y a des éléments dont on n'a malheureusement pas la réponse dans le film, c'est dommage. Après, à ce qui paraît, la version américaine est beaucoup plus longue que la version européenne, qu'il y a des choses qui ont été censurées de la version européenne. Pas mal de détails qui changent. Il y a aussi à un moment donné, donc le père il va se mettre à parler à des fantômes, notamment le fantôme d'un barman raciste. Ben, si le fantôme. Ben, le père était à un moment donné, il se retrouva enfermé dans le garde-manger. Ça fait partie des scènes cultes du film. Et si c'était dans sa tête, il y a des choses dans sa tête qui sont pas nettes. Mais si tout était dans sa tête, s'il n'y avait pas du surnaturel, la porte qui était fermée à l'extérieur n'aurait pas pu s'ouvrir. C'est pas le barman qui est raciste. Si, parce qu'à un moment donné, le barman a utilisé un mot qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube lorsqu'il parle du cuisinier. C'est pas le barman qui dit ça, c'est l'ancien gardien. Ah, l'ancien gardien. Et c'est l'ancien gardien, c'est pas le barman aussi. Non. Ah d'accord, oui, parce que j'ai confondu l'ancien gardien et le barman. Parce qu'on va voir en fait plein de fantômes à un moment donné. Il va y avoir un barman, mais il va y avoir aussi un ancien gardien. Donc mais le barman normalement c'est un fantôme aussi. En tout cas dans le téléfilm c'est un fantôme. Oui, Ici aussi je pense. Mais voilà, dans les fantômes, en tout cas, il y en a un qui est raciste. Donc c'est l'ancien gardien avec qui il va parler. Et à un moment donné, donc il va y avoir une conversation assez troublante avec l'ancien gardien. Et l'ancien gardien lui dit que je suis obligé de spoiler un détail, mais je suis obligé là. L'ancien gardien lui dit que c'est lui qui a toujours été là, qui a toujours été le gardien. Et c'est assez bizarre. Cette conversation-là nous ferait penser qu'il a toujours été là alors qu'il vient d'arriver et qu'il vient d'avoir ce job là, donc ça n'a aucun sens sur le moment, mais en fait ça prendra tout un autre sens à la fin du film. Mais donc évidemment, donc plus le temps va passer et plus le père de famille va sombrer dans la folie jusqu'à il y a des chances, jusqu'à un moment donné jusqu'à carrément faire ce que commandent les fantômes, et les fantômes leur demandent de faire payer à son fils et à sa femme, donc comme avait fait l'ancien gardien.
Donc du coup on s'attend à ce qu'il va y avoir un massacre et c'est là qu'il va y avoir une course poursuite et notamment cette fameuse scène où la porte est cassée à coups de hache et on voit la tête de Jack Nicholson, là le père prêt à faire un massacre. Donc ça donne lieu à l'une des scènes cultes. Donc évidemment, donc c'est là que lorsqu'on arrive sur les 3 quarts du film, que là qu'il y a tout qui vont s'enchaîner, il va y avoir plein d'événements. Alors je dis pas tout pour ne pas trop spoiler, même si j'ai déjà bien spoilé. Après c'est vrai que c'est un grand classique, donc beaucoup de gens connaissent déjà un petit peu les bases quoi, de l'intrigue. Et donc finalement, à un moment donné, on va avoir une fin assez particulière qui n'est pas la même fin que dans le film et qui n'est pas la même fin que dans le roman ni la même fin que dans la mini-série. Mais par contre, cette fin là où on voit, donc je suis obligé de spoiler ce détail là, mais on voit que finalement le père va se retrouver donc dans la neige avec en partie enseveli dans la neige et qui va probablement mourir de froid avec une tête à faire peur, et on voit exactement cette même scène dans un épisode de South Park et c'est là que j'ai fait le rapprochement parce que je me doutais que South Park a tendance à parodier des fois plusieurs films connus ou plusieurs mélanges tout ça, mais le fameux épisode de South Park où Randy rachète un vidéoclub abandonné que plus personne ne veut puisque les gens y téléchargent donc ou qui regardent en streaming, donc les vidéoclubs c'est mort quoi. Donc Randy a claqué les économies dans un vidéoclub, il voit des fantômes tout ça, et à un moment donné, donc à la fin de l'épisode de South Park, on a finalement Randy qui se retrouve dans la neige, à moitié congelé, et sa femme, donc, sa femme, son fils et sa fille, ils disent qu'ils vont aller au McDo chercher à manger. Ils demandent il lui demande au père à Randy s'il veut quelque chose, et Randy il dit je veux un chicken McNuggets avec des frites. J'adore ce passage-là dans South Park. Et du coup, c'est alors Jack Nicholson, il commande pas un McDo, il veut pas un chicken McNuggets avec des frites, mais on retrouve ce fameux passage avec où il est enseveli dans la glace, tout ça, et ça, du coup, c'est là que j'ai fait le rapprochement avec South Park. Après, autant la version parodie avec les Simpsons, c'est sûr que le rapprochement il est évident à mes souhaits. Le rapprochement est évident avec l'épisode de South Park d'Horror Show, mais l'épisode avec South Park est un peu plus subtil que la version des Simpsons, mais voilà, on arrive à reconnaître. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un hommage assez sympa. Donc on est sur un film, je dirais, assez inégal. Donc moi personnellement, pour avoir vu d'abord la mini-série en plusieurs parties, qui est la deuxième version et qui avait été supervisée par Stephen King, je préfère largement la deuxième version. Néanmoins, il y a des choses assez sympas dans cette version. Alors oui, ce film a pris un petit coup de vieux. Le jeu des acteurs est parfois plat un petit peu, surtout au début. Le choix des musiques ça se veut angoissant, mais limite il y a parfois trop de musique et ça aurait été un peu plus angoissant s'il y en avait un peu moins. Donc le choix des musiques et des bruitages n'est pas toujours adapté à mon... Ouais, ça casse un petit peu l'effet, du coup ça nous sort un peu du trip, donc c'est dommage. Kubrick a un peu trop forcé sur certains bruitages et sur certaines musiques, ce qui casse un petit peu l'effet au niveau de l'ambiance, et c'est un petit peu dommage. Donc il y a un petit peu trop de forcing là-dessus, donc ça a peut-être marché à l'époque, mais maintenant ça donne un coup de vieux au film. Alors que pourtant les graphismes sont plutôt bons encore, hein. Les graphismes d'époque, tout ça, les images d'époque, ça reste encore bon, mais voilà, il y a des choses dans la musique et les effets sonores qui sont un petit peu trop datés, un peu trop forcés. Après, l'un des grands points positifs de ce film, c'est le jeu d'acteur de Jack Nicholson qui est vraiment excellent. Pour intégrer la folie, le côté dérangé du personnage, c'est difficile d'imaginer notre acteur doué au même point, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc je pense que c'est un film à voir une fois pour la curiosité, pour se dire je l'ai vu quoi. Mais si on veut vraiment, si on est fan du roman et qu'on veut vraiment voir un film qui rend vraiment hommage au roman, il vaut mieux voir la deuxième version, le téléfilm. Malheureusement en DVD vous risquez d'avoir beaucoup de mal.
puisque la version import de la mini-série ne comporte pas la langue française, et l'édition française de la mini-série se fait vraiment très très rare. Donc il faut à moins d'aller sur de l'occasion, vous la trouverez c'est quasiment impossible de trouver un neuf. Donc ça serait plutôt sur le marché de l'occasion, et encore même la version d'occasion est très très rare. Donc autant le premier film, celui de Kubrick, il a été sorti en DVD dans plein d'éditions différentes. Il existe peut-être 15-20 éditions différentes bon, j'exagère peut-être en tantinet, mais bon, pour dire que il y a plein d'éditions différentes de la version Kubrick. Autant la version téléfilm en DVD français zone 2, il n'y a qu'une seule édition et elle est vraiment très rare maintenant. Donc c'est vraiment du coup de chance si vous la trouvez, et j'aimerais bien remettre la main un jour dessus. Parce que je l'avais autrefois, et j'aimerais bien l'avoir à nouveau l'autre version. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ce film plaisant, pas aussi bien que j'aurais pu l'espérer, mais voilà, je préfère quand même l'autre version. On va regarder ensemble les fiches. J'ai ouvert 3 fiches Wikipédia, alors je vais pas tout lire sinon ça va être long, donc je vais un petit peu sélectionner au cas par cas. Alors j'ai ouvert d'abord la fiche du livre, le roman Shining, l'enfant lumière. Titre original The Shining, c'est un roman d'horreur écrit par Stephen King et publié en 1977. Cet ouvrage, le troisième qu'il publie, l'établit comme une figure importante du genre fantastique. Le roman a été publié pour la première fois en France sous le titre de L'Enfant Lumière, mais la dénomination Shining par la suite était retenue pour les éditions ultérieures. Stanley Kubrick réalise en 1980 une célèbre adaptation cinématographique de ce roman avec Jack Nicholson dans le rôle principal. Mécontent de cette adaptation, King scénarise une autre adaptation sous forme de mini-série en 1997, soit 17 ans plus tard. Stephen King écrit une suite centrée sur le personnage de Danny Torrance, dont le titre est Dr. Sleep. Ah, ça j'en ai entendu parler de ça. Qui est publié le 24 septembre 2013 aux États-Unis et le 30 septembre 2013 en France. Il devait sortir en film en Dr. Sleep. J'en avais entendu parler il y a quelques années, mais je ne sais pas si c'était fait. On va voir, je clique sur Dr. Sleep. Est-ce qu'il y a une adaptation vente, critique, adaptation cinématographique. Voilà, Dr. Sleep. C'est sorti au cinéma le 30 septembre 2019 et en France le 8 novembre 2019 aux États-Unis avec Mike Flanagan chargé de la réalisation et Ewan McGregor dans le rôle de Danny Torrance, adulte. D'accord, dans la suite on retrouve l'enfant mais version adulte, lorsqu'il est beaucoup plus tard quoi. Ouais. Et la suite s'appelle Dr. Sleep. Donc celui-là, si un jour on le trouve en DVD, ça serait cool. Ewan McGregor qui joue un des personnages principaux en Star Wars. Ouais, il joue mince, je sais plus comment ça s'appelle dans Star Wars là, le mentor d'Anakin. Obi-Wan, ouais, Kenobi, ouais. Et il joue d'abord Qui-Gon Jinn, et puis après quand Qui-Gon Jinn meurt, et que du coup il joue l'autre de l'autre acteur, mais en plus vieux, après qu'il est vieilli. Du coup c'est bizarre parce qu'on a 2 fois le même acteur mais dans 2 rôles différents dans Star Wars. Bon après il y a tout le résumé de l'histoire, les personnages. Ouais, mais là attends, je reviens sur Shining, jeunesse du roman, analyse. Après ça parle des différences avec les films Stanley Kubrick, donc il y a plein de différences, je vais pas tous les lire, d'ailleurs je vais pas lire du tout parce que je risque de spoiler trop de choses. Donc mais voilà, si vous allez sur la fiche du roman Shining sur Wikipédia, vous allez voir toutes les différences entre le roman et la version de Kubrick. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Zouglut? Tu parlais de Star Wars. Alors pour le film de Kubrick, donc là je suis sur la fiche du film Shining, excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Shining, ou L'Enfant Lumière au Québec, film d'horreur psychologique américano-britannique sorti en 80, 11e long métrage réalisé par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd dans les rôles principaux à la demande express de Kubrick. Jack Nicholson est doublé par Jean-Louis Trintignant, qui n'avait pourtant jamais fait de doublage jusqu'alors. L'écrivain américain Stephen King, dont le roman Shining, l'Enfant Lumière sert de base, affirma à la fois adorer et détester l'adaptation réalisée avec la romancière Diane Johnson, leur scénario trahissant selon lui l'esprit du livre et les thèmes majeurs qu'il aborde, tels que la désintégration de la famille et l'alcoolisme.
Aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'horreur, le film s'inscrit dans la lignée de Rosemary Baby ou de L'Exorciste. Il intègre 3 concepts: la maison isolée et hantée, un personnage central prêt à exterminer toute sa famille et les perceptions extrasensorielles. Événements présents, passés et futurs, télépathie, c'est-à-dire le Shining. Après, il y a le résumé détaillé qui raconte toute l'histoire, le synopsis. Alors, fiche technique. Titre original The Shining, titre français Shining, titre québécois Shining l'enfant lumière. Budget 19 millions de dollars US. Genre horreur thriller. Durée. La version européenne dure 119 minutes. Donc, c'est celle qu'on a en DVD. La version longue Blu-ray et Blu-ray 4K dure 144 minutes, donc il y a un peu plus de temps sur la version longue Blu-ray et 4K. La version américaine dure 146 minutes. Date de sortie: États-Unis 23 mai 80, France 16 octobre 1980. Classification: aux États-Unis R restricted, France interdit aux moins de 12 ans, Canada interdit aux moins de 16 ans. Casting: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Lisa et Louise Burns, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel, Anne Jackson, Tony Burton, Lia Beldan et Billy Gibson, David Baxt, Norman Gay, Barry Dennen et Brian Towns. Alors je sais pas pourquoi Tony Burton ça me dit quelque chose, mais je sais pas de quoi. Alors je vais cliquer dessus voir. Acteur américain né le 23 mai 37. Il a joué dans Assaut, la première version, celle de 1976. Celui-là on l'a vu, on l'a en DVD. Et après c'est que des trucs qu'on n'a pas vu. Donc ouais, c'est peut-être parce que on l'a vu dans Assaut. Il a joué aussi dans Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Je l'ai vu il y a longtemps ce film. Non, c'est Bill Jacks. Capitaine Crochet, c'est pas l'autre. Je sais plus. Alors, pour revenir à la fiche du film, origine, production, le scénario. Alors Kubrick veut réaliser un film d'horreur où le diable n'est pas en cause. La référence pour le genre est à l'époque L'Exorciste, énorme succès de 1973. Dans un premier temps, Kubrick s'intéresse au roman de Diane Johnson, The Shadow Know de 1975, puis la Warner Bros. Lui fait parvenir un manuscrit intitulé The Shining. Il s'agit du dernier roman Il s'agit du dernier roman du maître moderne de l'horreur Stephen King, écrit en 1977. Après l'échec commercial de Barry Lyndon, l'adaptation d'un auteur à succès est moins risquée financièrement et répond aux exigences du box-office. Le choix final se porte sur le livre de Stephen King. Pourtant, c'est Diane Johnson qui va co-signer le scénario avec Kubrick. Le travail d'adaptation s'étale sur plus de 11 semaines. À 4 mains, il faut modifier profondément le livre. Le scénario sera un savant mélange de la psychanalyse, relation père-fils-mère, la schizophrénie, thème de prédilection de Kubrick, le roman gothique, la spécialité de Diane Johnson, le sentimental, le macabre, personnage victime du passé, et enfin de l'intrigue du livre avec ses phénomènes surnaturels, sujet de base du roman de Stephen King, le fond du roman étant ailleurs. Après là, il reparle la différence entre le livre et le film. Donc ça, on va zapper parce que ça va trop spoiler. L'avis de Stephen King. Le spectateur Stephen King trouve le film excellent, mais le romancier est extrêmement mécontent. Le scénario trahit l'esprit du livre. Le livre est chaud alors que le film est froid. Le livre se termine dans le feu, le film dans la glace. Dans le livre, Jack Torrance... ouais, mais après, ça spoil beaucoup de choses. Donc voilà. C'est pourquoi en 90... Donc là, je zappe des phrases parce que je spoil des trucs. C'est pourquoi en 1997, il coproduira et scénarisera une seconde adaptation pour la télévision intitulée Shining, diffusée en France sous le titre Shining, les couloirs de la peur, sous la forme d'un téléfilm en 3 parties de 87 minutes. Paradoxalement, King a eu besoin de l'autorisation de Stanley Kubrick qui lui a en échange demandé d'arrêter de faire des commentaires publics sur son film. L'écrivain, déçu par la décision du réalisateur de s'inspirer des intérieurs de notre hôtel, demandera même de filmer l'intégralité de la série au Stanley Hotel, d'architecture géorgienne coloniale et inauguré en 1909 dans la chambre 217, duquel il cauchemardera à propos de lui en entraînant une vision qui inspirera pour l'écriture du livre. L'avis de Kubrick. Shining est un film optimiste, c'est une histoire de fantômes, tout ce qu'il dit c'est qu'il y a une vie après la mort, c'est optimiste.
Après ça parle du casting, tournage du film, lieu du tournage, je vais pas tout lire, ça va être très long. Steadicam, la musique classique, les chansons du film. Il y a des musiques classiques que j'ai beaucoup aimées dans le film. C'est plutôt les moments où ça voulait faire oppression, des fois que le son n'était pas très bien choisi. Mais sinon, les musiques classiques d'époque étaient plutôt bien choisies, j'ai bien aimé. Après, ça parle d'analyse, d'hôtel, de labyrinthe, de miroir, photo finale, fin coupée, autour du film. Donc il y a plein de choses, mais je risque de trop spoiler, donc je vais zapper. Distribution en salle, sortie vidéo, donc il y a des VHS, des DVD, des Blu-ray. Nota bene, il est à noter que le DVD du nouveau coffret sorti en 2019 est le même que celui sorti en 2001 et ne bénéficie aucunement de la remasterisation et de sa version longue. Donc que ce soit le nouveau DVD ou l'ancien DVD, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de nouveaux ajouts. En tout cas d'après ce qui est écrit. Box Office, ça parle du succès box office, des distinctions au Saturn Award, Razzie Award. La suite, le film Dr. Sleep. C'est tout. J'aurais aimé qui recense sur Wikipédia les références par rapport aux œuvres, là, aux différentes œuvres, tout ça. Mais par exemple les Simpsons, tout ça, mais je vois pas. Alors peut-être que si je reviens sur Shining, qui a cité peut-être des anecdotes, voyons voir. Shining, l'enfant lumière. Alors si je vais sur la fiche Wikipédia du roman, je reviens, alors on va voir les chapitres. Écrit résumé, personnage, genèse, analyse, accueil, adaptation, modalité, différence, publication, note, annexe, non, et je vois pas, c'est dommage. Après la mini-série Shining, donc là je vais survoler vite fait parce que du coup j'en reparlerai peut-être un jour si j'arrive à retrouver un DVD pour racheter un DVD. En tout cas pour vous dire que c'est en 3 épisodes d'une durée de 87 minutes chaque épisode, soit 262 minutes. Et c'était sorti donc le 27 avril 97, 28 avril 97 et 1er mai 97 sur ABC aux États-Unis. Et en France le 5 août 2000 sur TF1. Après, dans le casting du téléfilm, de la série télé Shining, il y a Sam Raimi dans les acteurs. Voilà, ça c'est intéressant. Et Stephen King aussi qui joue un personnage dans sa propre série. Ça c'est marrant. Voilà. Après sortie vidéo pour la mini-série, c'était marqué l'intégralité de la mini-série sortie le 12 mars 2003 chez Warner Home Video en DVD Snapcase au format 1.85.1 panoramique et 16 neuvième en français, anglais et italien en 2.0 avec sous-titres machin etc. À cette époque, quand j'avais acheté le DVD de la mini-série Shining, c'était à l'époque où il y avait la PlayStation 2, la GameCube et la Xbox. À cette époque-là, c'est là que j'avais commencé à acheter pas mal de DVD. Malheureusement, tous ces DVD-là ont fini dans des pochettes et après ça a été perdu il y a très longtemps. J'ai déménagé plein de fois depuis. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté à 1 €. Alors je sais plus si c'est en brocante, cash ou sur Facebook. Là j'ai regardé un petit peu sur Amazon et ce même DVD là, même film que ce soit en DVD ou en Blu-ray, on le trouve encore sur Amazon. Alors j'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. La version DVD semble assez courante et facile à trouver, que ce soit neuf ou en occasion. Là, le prix Amazon, par exemple, expédié vendu par Amazon pour le DVD, il est à 7,81 €. C'est un prix assez correct. La version Blu-ray est aussi trouvable, expédié vendu par Amazon à 7,92 €. Pour un Blu-ray, c'est vraiment pas très cher. Après, voilà, j'aurais préféré plutôt quand même trouver la mini-série, mais en tout cas, bon, c'était plaisant quand même d'avoir ce film et de l'avoir vu une fois. Mais voilà, je pense pas, voilà, j'aurais pas trop de plaisir à le revoir avant un certain nombre d'années. Par contre, je serais curieux de revoir à nouveau la mini-série si je pouvais remettre la main sur le DVD. Voilà, pas grand chose de plus, donc à découvrir au moins une fois. Donc un film plutôt plaisant en tant que tel, mais ça manque un peu de fidélité par rapport au roman. Donc voilà, si vous avez lu les romans, vous risquez d'être un petit peu déçu par le film. Il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes dans le film. Voilà, ça reste quand même un classique du cinéma. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à rajouter.
Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir. Ah, j'ai failli raccrocher la vidéo. Ouais. Alors, il y a un petit truc que je voulais dire, mais dans la rubrique spoil. Alors, il y a plein de choses que je voulais pas spoiler parce que ce serait dommage, mais il y a un détail qui me turlupine dans le film et je vais en parler maintenant. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à raccrocher la vidéo maintenant. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes curieux. Et voilà, donc il y a un détail assez étrange dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais approfondir un petit peu ça, vite fait. À un moment donné, lorsque le père, donc Jack, discute avec un des fantômes, le fantôme de l'ancien gardien. Donc l'ancien gardien, il a tué sa femme et ses filles en 71, lorsqu'il est venu gérer l'hôtel. Sauf que lors de cette conversation-là, le fantôme lui assure que Jack a toujours été là et qu'il était là bien avant lui, que c'était déjà lui le gardien à l'époque. Ce qui aurait tendance à suggérer qu'en fait c'était Jack qui aurait convaincu le gardien de massacrer sa famille. Et que du coup ça fait penser à un film que tu m'as fait découvrir avec une actrice assez connue qui a joué également dans du Kubrick. Une actrice australienne connue, mince, Kidman. Voilà, donc je ne veux pas trop spoiler, mais bon, il y a un film avec la célèbre actrice Nicole Kidman où en fait on découvre certaines choses à la fin et que c'est pas forcément ce que l'on pouvait imaginer. Et donc on pourrait partir de ce principe-là, si on analysait un petit peu le film et ce que veut nous faire dire le fantôme du gardien, on pourrait imaginer qu'en fait, le père a toujours été là et que c'était lui et que lui était un fantôme depuis le début et que c'est lui qui a convaincu le gardien de tuer sa famille. Et d'ailleurs, c'est une théorie qu'on pourrait imaginer et qui s'est confirmée par l'une des dernières images du film, parce que tout à la fin du film, à un moment donné, on voit une photo qui est de éloignée et puis qui zoome de plus en plus, où on voit tous les gens de l'hôtel. À un moment donné, on va avoir plein de fantômes dans l'hôtel où c'est animé tout ça, et on voit donc il y a vraiment ça vit un petit peu partout, et on voit donc tout à fait devant au centre en fait, on voit exactement Jack. Donc il était là sur une photo qui est très vieille, et sur la photo c'était marqué 1900 combien, 51, 31, 1921. Et ça c'est important la date. Donc on est face à une photo en noir et blanc en 1921 où on voit Jack sur la photo, il est reconnaissable. Sauf que l'ancien maître de Grady, l'ancien gardien Grady, a tué et massacré sa famille en 71. Ce qui prouve que Jack était là déjà avant, puisqu'il était sur la photo de 1921. Et donc ce qui prouve qu'il était un fantôme. Mais s'il est un fantôme, comment il a pu attaquer sa famille? Ou alors ça voudrait dire que sa famille était également des fantômes, qui étaient déjà morts il y a longtemps mais qu'ils ne savent pas. Mais c'est pas possible parce que c'est pas possible puisqu'il y a une suite qui s'appelle Dr. Sleep où le gamin a grandi, donc sa famille ne peut pas être un fantôme. Mais alors, du coup, ça n'a aucun sens en fait. Non, mais c'est, à mon avis, c'est Kubrick dans son scénario qui est parti loin et qui est parti dans les délires. Parce que ils nous mettent une photo avec Jack Nicholson en 1921. Il n'a pas pu être présent puisque son fils après il est confronté à sa famille et à son fils, et son fils après il grandit et il y a un autre film avec lui qui s'appelle Dr. Sleep. Ça n'a aucun sens en fait. Donc il y a des choses qui clochent dans le scénario. Mais ça vient probablement d'une faille dans la version modifiée par Kubrick. Pour être sûr, il faudrait savoir s'il y a vraiment ce détail-là dans le roman ou pas. Non, d'après les trucs que j'avais lus, ça vient de Kubrick. Mais il faudrait quand même que je lise un jour le roman. Bon, mon anniversaire c'est en septembre, donc si vous avez une idée de cadeau, donc voilà, m'offrir le roman de Shining. Je balance une idée de cadeau comme ça un petit peu au pif. Bon bref, donc voilà, donc c'est pour en finir un petit peu avec ce débat, donc c'est assez étrange. Allez, sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end, à bientôt et au revoir. Au revoir.